Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition. Comme pratiquement chaque semaine, le conflit militaire en Ukraine tient la une de l'actualité hebdomadaire. Après 8 mois d'occupation russe, Kherson est retombé depuis quelques jours dans le giron de l'Ukraine face au retour de l'armée ukrainienne qui a repris possession de l'unique capitale régionale conquise par la Russie. L'on a pu assister à une véritable explosion de joie de la part des populations locales, heureuses du retour des soldats ukrainiens. Libérés par l'armée ukrainienne, les habitants de Kherson affichent leur soulagement après 8 mois d'occupation russe. Cette femme remercie les héros. D'autres viennent enlacer des soldats, poser pour une photo ou se faire dédicacer des drapeaux ukrainiens par leurs libérateurs. Mais l'inquiétude reste palpable dans la ville alors que les Russes ont laissé derrière eux de nombreux engins explosifs et détruit des infrastructures essentielles pour l'eau, l'électricité ou les communications. Malgré la perte de Kherson, l'armée russe continue d'afficher sa détermination. Elle a revendiqué ce dimanche la conquête de la localité de Maïorsk dans la région de Donetsk. Par ailleurs, des frappes dans le secteur de Tcherkassy au bord du Dniepr auraient permis de détruire des armes ukrainiennes. Les autorités russes ont également diffusé ces images de citoyens mobilisés dans la région de Moscou en route vers la zone de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Aux États-Unis, les démocrates en sursis depuis les élections de mi-mandat le 8 novembre peuvent enfin souffler un grand coup. Après avoir perdu la Chambre des représentants où les républicains sortent majoritaires, les démocrates au pouvoir conservent finalement le contrôle du Sénat après la victoire de Catherine Cortez Masto dans le Nevada. Des détails dans cet élément. C'est une grande victoire pour le Parti démocrate de Joe Biden. Le président américain conserve le contrôle du Sénat grâce à la réélection samedi soir de la candidate du Nevada, Catherine Cortez Masto. Avec 50 sièges, plus le vote de la vice-présidente Kamala Harris, les démocrates gardent la main sur la Chambre haute du Congrès. Ces résultats sont surtout décisifs pour la suite de la présidence de Joe Biden et un échec cuisant pour son prédécesseur Donald Trump. L'ancien locataire de la Maison-Blanche avait parié sur une victoire éclatante de ses lieutenants pour se lancer sous les meilleures conditions dans la course à la présidentielle de 2024. L'ex-président américain veut tout de même relativiser l'impact de ces résultats. Sur son réseau social Truth Social, le milliardaire a affirmé ne pas être en colère et être occupé à préparer son avenir. Donald Trump s'apprêterait à annoncer le 15 novembre sa candidature pour la présidentielle de 2024. Après la victoire de sa coalition de droite lors des législatives du 1er novembre, le leader de Likoud, Benjamin Netanyahou, est officiellement redevenu le nouveau Premier ministre israélien. Le 13 novembre, le président de l'État hébreu, Isaac Herzog, l'a mandaté pour former un gouvernement dans un délai de 28 jours. Benjamin Netanyahou, officiellement de retour au pouvoir en Israël. Arrivé en tête des législatives avec ses alliés ultra-orthodoxes et ultranationalistes, l'ancien Premier ministre a été chargé ce dimanche par le président Isaac Herzog de former un nouveau gouvernement. Celui-ci pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël. Je tiens à remercier les 64 membres de la Knesset qui m'ont recommandé pour le poste de Premier ministre, a-t-il déclaré. Nous ferons tout pour former, avec l'aide de Dieu, un gouvernement stable et responsable. Un gouvernement dévoué qui travaillera pour le bénéfice de tous les citoyens d'Israël, sans exception. Inculpé pour corruption dans une série d'affaires et alors que son procès est en cours, Benjamin Netanyahou a désormais 28 jours pour former un nouveau gouvernement. Le mardi 14 novembre, la crise en Ukraine occupait encore le devant de l'actualité, notamment avec la visite surprise à Kherson de Vladimir Zelensky après le retrait des troupes russes. Lors de cette visite, le président ukrainien a affirmé qu'il est impossible de tuer l'Ukraine. Доброго дня! Бажаю здоров'я, як ви? Для цього було не так приємно, коли бачив, скільки розстріляних домівок, розстріляних звичайних кафе. Це те, що наробила Російська Федерація в нашій державі. Показала всьому світу, що вона може вбивати, але ви, вся Україна, наші Збройні Сили, наша Нацгвардія,
Наші розвідники показали, що вбити Україну неможливо. Très attendue, la rencontre entre les dirigeants américains et chinois, Joe Biden et Xi Jinping, s'est effectivement tenue à l'ouverture du sommet du G20 à Bali en Indonésie. Les deux hommes ont tenté de privilégier le consensus sur des dossiers assez sensibles tels que le nucléaire, la crise en Taïwan ou encore la guerre en Ukraine. TV5 Monde nous fournit quelques détails sur cette rencontre et qui présage d'une baisse des tensions internationales. C'est d'abord Xi Jinping qui s'avance, bientôt rejoint par Joe Biden. Une poignée de main et des sourires qui tranchent avec l'état des relations bilatérales, tant commerciales que géopolitiques entre les deux premières puissances mondiales. Ce 14 novembre, l'heure est d'abord aux déclarations de bonnes intentions. Nous partageons la responsabilité, à mes yeux, de montrer que la Chine et les États-Unis peuvent gérer leurs différences, empêcher que la concurrence tourne au conflit et trouver les moyens de travailler ensemble aux problèmes mondiaux. Établir des garde-fous, insiste Biden. Remettre les relations bilatérales en bonne voie, affirme Xi. Le monde se trouve à un carrefour. Il attend que la Chine et les États-Unis gèrent correctement leurs relations. Nous devons travailler avec tous les pays pour apporter davantage d'espoir concernant la paix mondiale, davantage de confiance en la stabilité mondiale et une forte impulsion pour le développement commun. 3 heures de discussion suivies de nouvelles déclarations. Washington attend de Pékin qu'il convainque Pyongyang de ne pas mener d'essais nucléaires, faute de quoi les États-Unis prendraient des mesures défensives. Il ne faut pas de nouvelle guerre froide, dit Biden. Pékin assure ne pas vouloir changer l'ordre international existant. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a bientôt 9 mois, constitue en elle-même le plus grand désordre international depuis 1945. Pékin se dit préoccupé par la situation, sans avoir pourtant jamais désavoué ouvertement la Russie, son allié, pour la guerre en cours. Enfin, Taïwan reste un sujet de tension déclarée entre la Chine, qui la considère sienne, et les États-Unis qui soutiennent l'indépendance de l'île. La seule avancée du jour concerne le climat. Les pourparlers suspendus depuis août vont reprendre entre les deux pays. Officiellement, le nombre des êtres humains vivant sur Terre dépasse la barre des 8 milliards, selon des chiffres publiés ce mardi par les Nations Unies, un accroissement qui n'est pas sans impact sur l'environnement, comme en témoignent ces explications d'Euronews, qui pointent du doigt le niveau très élevé de pollution dans les pays riches. Notre planète a atteint, selon les estimations, le cap des 8 milliards d'habitants, une augmentation de la population qui n'est pas prête de s'arrêter. L'immense majorité des êtres humains vit en Asie. L'Europe ne représente que 10% de la population mondiale, 17% pour l'Afrique. Et comme chacun le sait, l'homme a un impact sur son environnement. Les 10% les plus riches en termes de richesse nette sont responsables d'environ 50% des émissions de gaz à effet de serre et ils ne représentent que 770 millions de personnes dans le monde, explique Raya Mutarak, professeur spécialisé dans les questions de démographie. Les 50% du bas de l'échelle, qui représentent environ 4 milliards de personnes dans le monde, n'émettent que 12% des gaz à effet de serre, souligne-t-elle. Mécaniquement, l'augmentation de la population devrait conduire à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Selon les estimations, le monde pourrait compter entre 9 et 12 milliards d'humains à l'horizon 2100. Mais l'impact environnemental dépend surtout des comportements et des mesures prises par les États, certains faisant mieux que d'autres. Cette carte montre les émissions de gaz à effet de serre par habitant dans chaque pays, et les États les plus peuplés ne sont pas forcément les plus mauvais élèves. L'humanité est capable de s'adapter à certains bouleversements pour fournir de la nourriture, des abris et de l'énergie aux populations en détresse. Mais la question de l'égal accès aux ressources se pose. Les pays les moins développés sont souvent ceux qui manquent de ressources et qui sont aussi les plus touchés par le changement climatique. Avec des moyens financiers modestes, leur capacité à faire face aux catastrophes est limitée. D'après le GIEC, environ 3% de la population mondiale sera déplacée en raison du changement climatique d'ici 2050. Les migrations forcées à grande échelle pourraient fortement compromettre les efforts déployés en faveur du développement. Et ce, même si le monde parvenait à maintenir la hausse moyenne des températures en dessous des 2 degrés, comme convenu par l'accord de Paris.
Et les scientifiques préviennent que des scénarios extrêmes avec des températures dépassant les plus 4 degrés de moyenne ne sont pas à exclure. On en vient à l'actualité de ce mercredi 16 novembre. Qui de l'Ukraine ou de la Russie est l'auteur des tirs de 2 missiles qui ont atteint ce mardi le bourg polonais de Przywodu? Au lendemain de l'incident, la polémique agitait les arcanes diplomatiques entre l'Ukraine et ses alliés occidentaux. La première version défendue par les autorités polonaises était qu'il s'agissait bien d'un missile de fabrication russe, sans pour autant pointer du doigt la responsabilité de Moscou. L'OTAN a fermement condamné cet incident. Une minute de silence qui fait suite à de longs moments d'angoisse et la crainte du pire. Le Parlement polonais a honoré la mémoire des 2 victimes du missile qui a frappé la ville de Przewodów, près de la frontière ukrainienne ce mardi. Après des heures de conjecture quant à savoir si la Pologne allait invoquer la protection de l'OTAN, Varsovie a déterminé qu'il ne s'agissait pas de la Russie, mais très probablement d'un missile antiaérien tiré par l'Ukraine, accidentellement tombé côté polonais. Le président ukrainien nie et demande à être associé à l'enquête. Je n'ai aucun doute sur le rapport que m'a fait le commandant des forces aériennes, ainsi que le commandant en chef dans la soirée. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ne s'agissait pas de notre missile, mais d'un tir de missile russe. La Russie, qui a nié dès le début avoir quelque chose à voir avec ce qu'il s'est passé, a convoqué l'ambassadeur polonais pour exprimer son mécontentement quant à la façon dont l'affaire a été traitée. Moscou a néanmoins salué la tempérance des États-Unis, qui ont appelé très rapidement au calme, mais Washington est clair quant à la responsabilité finale. Nous n'avons rien vu qui contredise l'évaluation préliminaire du président Duda, selon laquelle cette explosion est très probablement le résultat d'un missile de défense aérienne ukrainien qui a malheureusement atterri en Pologne. Et quelles que soient les conclusions finales, le monde sait que la Russie porte la responsabilité ultime de cet incident. L'UE et l'OTAN partagent la même conclusion. Ce qu'il s'est passé en Pologne était non intentionnel et les 2 personnes mortes sont des victimes collatérales. L'ex-locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, a annoncé mardi sa candidature pour la présidentielle de 2024 aux États-Unis. Mais sur son chemin pourrait se dresser de grosses adversités internes, au premier rang desquelles l'actuel gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis. Mieux que les 55% fixés en 1990, l'Europe projette de rehausser ses ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. L'annonce a été faite ce mardi par le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, et qui parle désormais d'un engagement à 57%. C'était lors de son intervention à la tribune de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et quels ont été les grands titres de l'actualité de ce jeudi? Une semaine après les élections de mi-mandat, les républicains décrochent la majorité des sièges à la Chambre des représentants aux États-Unis. Pour le président Joe Biden, la pilule est dure à avaler à 2 ans de la fin de son mandat, mais il salue tout de même la résilience du modèle démocratique américain. Il aura fallu plusieurs heures de décompte de voix avant de finalement prononcer le parti vainqueur. Les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants avec au moins 218 sièges selon les médias américains, soit une mince majorité absolue des 435 sièges au total. Les républicains ont officiellement retourné la Chambre du peuple. Les Américains sont prêts pour une nouvelle direction et les républicains dans la Chambre sont prêts à agir. Avec une Chambre des représentants républicaine et un Sénat démocrate, Joe Biden risque d'être en difficulté pour la fin de son mandat, car il sera désormais difficile de faire passer des grands projets dans ce Congrès désormais divisé. Mais malgré tout, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a salué le Parti conservateur pour cette victoire. Joe Biden, qui promet de travailler avec quiconque, démocrate ou républicain. Les élections de la semaine dernière ont démontré la force et la résilience de la démocratie américaine. On a pu constater qu'en Amérique, la volonté du peuple prévaut. Je félicite le leader McCarthy pour sa majorité à la Chambre et je suis prêt à travailler ensemble pour les familles américaines. Une victoire pour les républicains, mais bien moins impressionnante que la vague géante promise par Donald Trump, ce dernier étant désormais officiellement en course pour un second mandat.
L'ancien chef d'État retente sa chance et le milliardaire semble déterminé, confiant. Pas question pour lui que Joe Biden reste 4 années supplémentaires à la Maison-Blanche. Pour Varsovie et pour l'OTAN, cela ne fait aucun doute. Le missile tombé mardi dans un village polonais à proximité de la frontière avec l'Ukraine provient d'une erreur de la défense anti-aérienne ukrainienne, ce que continuait de mettre en doute le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky. Une minute de silence qui fait suite à de longs moments d'angoisse et la crainte du pire. Le Parlement polonais a honoré la mémoire des 2 victimes du missile qui a frappé la ville de Perjewodo, près de la frontière ukrainienne ce mardi. Après des heures de conjecture quant à savoir si la Pologne allait invoquer la protection de l'OTAN, Varsovie a déterminé qu'il ne s'agissait pas de la Russie, mais très probablement d'un missile antiaérien tiré par l'Ukraine, accidentellement tombé côté polonais. Le président ukrainien nie et demande à être associé à l'enquête. Je n'ai aucun doute sur le rapport que m'a fait le commandant des forces aériennes, ainsi que le commandant en chef dans la soirée. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ne s'agissait pas de notre missile, mais d'un tir de missile russe. La Russie, qui a nié dès le début avoir quelque chose à voir avec ce qu'il s'est passé, a convoqué l'ambassadeur polonais pour exprimer son mécontentement quant à la façon dont l'affaire a été traitée. Moscou a néanmoins salué la tempérance des États-Unis, qui ont appelé très rapidement au calme, mais Washington est clair quant à la responsabilité finale. Nous n'avons rien vu qui contredise l'évaluation préliminaire du président Duda, selon laquelle cette explosion est très probablement le résultat d'un missile de défense aérienne ukrainien qui a malheureusement atterri en Pologne. Et quelles que soient les conclusions finales, le monde sait que la Russie porte la responsabilité ultime de cet incident. L'UE et l'OTAN partagent la même conclusion. Ce qu'il s'est passé en Pologne était non intentionnel et les 2 personnes mortes sont des victimes collatérales. Et enfin, on termine avec les informations développées ce vendredi. La 27e conférence mondiale sur le climat s'achevait ce jeudi à Sharm el-Sheikh en Égypte, après 12 jours de réflexion sur les moyens de parvenir à une avancée collective vers les objectifs de développement durable, le blocage autour du financement des pertes et dommages subis par les pays pauvres persiste. Comment mobiliser les 100 milliards de dollars d'aide annuelle promis par les pays industrialisés pour faciliter la transition énergétique des pays du tiers-monde? Rien de concret à l'horizon. À l'approche de la fin de la COP27, l'épineuse question de la compensation des dégâts climatiques subis par les pays du Sud n'a toujours pas été résolue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pressé jeudi les participants de trouver un accord ambitieux et crédible, mais le découragement gagne les pays concernés. Nous n'avons plus de temps, plus d'argent et plus de patience. Nous devons instaurer lors de cette COP27 un mécanisme de financement pour les pertes et dommages. La mise en place de ce fonds déterminera le succès ou l'échec de notre engagement collectif ici. Sa venue à la COP27 était très attendue par les activistes climatiques. Le président élu du Brésil, Lula da Silva, a appelé à des changements dans le mode de fonctionnement de l'ONU afin de faire avancer les choses. L'ONU doit changer. Elle ne peut pas rester uniquement au service des pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Nous devons avoir des pays africains, de l'Amérique du Sud et de l'Asie au Conseil de sécurité. Il n'y a pas eu d'avancée sur l'engagement des nations riches qui devaient fournir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider les pays du Sud. Mais l'Union européenne propose un mécanisme de compensation pour les cas les plus urgents. Les pays les plus vulnérables ont un besoin financier urgent. Et si nous nous enlisons dans des discussions sans fin sur la forme que doit prendre cette aide, je pense que nous ne leur rendrons pas service. Pour Bruxelles, la création du nouveau fonds de dédommagement réclamé par les pays du Sud pourrait prendre plusieurs années avant d'être effective. Mais des solutions doivent être trouvées rapidement, même si elles sont loin de répondre à tous les besoins. Et plus de 8 ans après la destruction en l'air en juillet 2014 du vol MH17 de la Malaysia Airlines, la saga judiciaire se poursuit autour de cette affaire. Hier jeudi, 2 citoyens russes et un Ukrainien ont été condamnés par la justice néerlandaise pour leur implication dans le bombardement de l'aéronef détruit au-dessus des territoires séparatistes. Les condamnés restent toujours sous la protection de Moscou qui promet étudier le verdict.
Au procès du MH17 aux Pays-Bas, le tribunal a condamné à la prison à perpétuité 2 Russes et 1 Ukrainien pour leur implication dans la destruction du Boeing de la Malaysia Airlines par un missile russe en 2014. Un 4e suspect a été acquitté. Absent durant ce procès fleuve, débuté il y a 2 ans et demi, les condamnés sont toujours en liberté et pourraient encore faire appel du jugement qui a été prononcé en présence de familles de victimes. La Russie, qui a toujours nié toute implication dans la catastrophe et refusé de remettre les coupables à la justice internationale, a promis d'étudier le verdict. Nous allons examiner cette décision, car chaque nuance compte. Après avoir étudié le document juridique, nous serons prêts à le commenter, a expliqué ce représentant du ministère russe des Affaires étrangères. Pour les juges, les 3 coupables, Igor Girkin, Sergei Dubinsky et Leonid Karchenko, sont responsables du transport du missile Buk qui a détruit en vol l'appareil de la Malaysia Airlines au-dessus de l'est de l'Ukraine, tenu par les séparatistes pro-russes. 298 passagers et membres d'équipage ont péri dans la catastrophe. Les victimes, qui se rendaient à Kuala Lumpur, étaient essentiellement originaires des Pays-Bas, mais aussi de Malaisie et d'Australie. En mission en RDC, où il séjourne dans le cadre de la médiation entreprise par la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'ex-chef d'État kényan Uhuru Kenyatta appelait ce jeudi le gouvernement de Kinshasa et les mouvements armés, avec en première ligne la rébellion du M23, à privilégier le dialogue. Le médiateur kényan est formel. Seul le dialogue permettra d'aplanir les divergences dans un pays où 3 régions sont en proie à des conflits armés. Alors que les combats s'intensifient entre les soldats et rebelles du M23 dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les Nations Unies font état de plus de 230 000 déplacés. L'ex-président kényan Uhuru Kenyatta, médiateur pour la communauté d'Afrique de l'Est, est venu témoigner de la gravité de la situation. Il invite l'armée congolaise et les membres du M23 à déposer les armes afin de laisser place à un dialogue constructif. Le message que nous avons aujourd'hui est que tous les groupes qui portent actuellement les armes doivent déposer ces armes et choisir la voie de la paix par le dialogue, car il n'y a rien qui puisse être gagné par le canon d'une arme. Facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta emboîte le pas au président angolais João Lourenço qui, au cours des dernières semaines, a échangé avec les chefs de gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour tenter de trouver une solution diplomatique à la crise dans l'Est de la RD Congo. Pour sa part, l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta s'est rapproché des populations et des autorités locales pour toucher de près les réalités des populations afin de leur apporter aide et réconfort face à ce conflit. À tous, on s'adresse de la même manière. Baissez les armes, faites taire les armes et rejoignez le processus politique. J'espère que nous pourrons contribuer à apporter une paix durable au peuple de ce pays qui est également pour le peuple de l'EAC, de l'Afrique et du monde. 3 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri sont le sanctuaire de groupes armés locaux et étrangers. Pour la communauté de l'Afrique de l'Est, les pourparlers de Nairobi, qui devraient reprendre le 21 novembre, appellent à plus d'efforts dans le processus de pacification de la sous-région. Ainsi prend fin cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour le journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.